Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle présentation sur l'activité électrique sans pouls. On va parler comment on passe finalement de l'asystole au choc profond ou vice versa. Hem, donc voilà, je vais rapidement parler d'un petit cas que j'ai eu pour après poursuivre un peu sur les bases, sur, les causes et comment évaluer les causes, puis sur les traitements, puis après pour aller aussi parler un petit peu du pseudo-ASP et comment est-ce qu'on pourrait prendre en charge des nouvelles mesures dans les algorithmes futurs. Donc le cas dont je vais vous parler, c'est un patient c'est un peu inspiré d'un patient que j'ai eu. C'est un patient de 55 ans qui est diagnostiqué avec un Covid, depuis environ 10 jours, qui vient aux urgences pour une dyspnée aggravée. Puis là, il est dans le box, il s'arrête, l'infirmière le remarque, appelle à l'aide et puis commence le massage. Lorsqu'on vérifie pour la première fois un rythme, lorsque le scope est branché et qu'on fait une pause du massage, on voit ce que vous voyez là. Donc on voit, ce qui a l'air en tout cas d'un rythme du moins, peut-être sinusal. Avec le scope finalement, c'est difficile à dire autre chose, mais en tout cas un rythme qui devrait normalement pouvoir perfuser les organes. Donc on est dans la situation où on n'a pas de pouls, on a un arrêt, cardio-respiratoire et puis par contre on a un rythme. Donc, on est dans la situation ASP. Donc, si on reprend finalement l'algorithme ACLS, donc on remarque l'ACR, on commence le massage, on donne de l'oxygène, on le monitore, on regarde le rythme, et là, on se sépare dans deux branches. Soit on part sur des algorithmes de tachyarrhythmie instable, donc des rythmes choquables, ou alors sur l'algorithme de asystole et de activité électrique sans pouls ou pulseless electrical activity. Donc, si on se retrouve finalement dans cette branche-là, si on la prend un peu plus en détail, les choses finalement importantes à faire, c'est donc toujours le massage. Après, comme on sait dans les ACR, bah, s'assurer d'une bonne ventilation et des bons accès IV ou intra-osseux. Puis en fait, ici, on peut donner de l'adrénaline 1 milligramme, donc dès la reconnaissance, de l'activité électrique sans pouls, puis tous les 2 cycles, donc toutes les 4 minutes environ. Puis, une des choses qui note ici, c'est traiter les causes réversibles. Donc, chercher et traiter les causes réversibles, donc on va pas mal parler de ça. Et puis, bien sûr, il faut toujours refaire des checks de rythme. Donc, arrêter le massage, regarder le scope, checker le rythme et en même temps checker le pouls aussi. Et ça doit durer en dessous de 10 secondes. Donc ça, c'est l'algorithme ACLS de base, un peu classique. Maintenant, si on revient un petit peu, c'est quoi exactement cette activité électrique sans pouls? Eh bien, c'est simple, on a donc pour vivre finalement, il faudrait connaître tout ça. Donc on a un rythme électrique qui conduit à des contractions cardiaques, qui après produit un pouls et puis il y a un pouls qui a une perfusion, enfin une pression suffisante pour perfuser tous nos organes cibles et là on est content. Et puis dans l'activité électrique sans pouls à stricto sensu, finalement, ce qu'on a, c'est le rythme, mais on n'a pas tout ce qui suit avec. Donc, on n'a pas de stricto sensu, en tout cas, on n'a pas de contraction cardiaque. Et puis, on parlait aussi auparavant d'une dissociation électromécanique. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive quand même fréquemment. Donc, dans les ACR, c'est 10 à 20 et puis, c'est plutôt de mauvais pronostics par rapport au rythme choquable. C'est plus mauvais pronostic que les rythmes choquables, avec une mortalité autour de 90. Donc, ce qui ont là, les causes qu'on a pour l'activité électrique sans pouls, c'est les 5. Enfin, classiquement, on parle des 5 H et des 5 T. Donc, moi, je trouve que c'est difficile de se retenir ça, bon, maintenant, un peu, à froid, c'est difficile et puis lorsqu'on est dans une réanimation, ça reste difficile. Donc, je pense une des choses importantes à avoir, c'est une carte, dans les chariots de réanimation qui liste ça pour, rendre, finalement ça plus facile. Mais voilà, c'est un peu pour ça qu'on fait la présentation aussi, c'est pour se rappeler de ces causes. Donc, d'un côté, dans les H, on a H+ pour acidose, on a l'hypo et l'hypercalémie, on a l'hypothermie et aussi en fait l'hyperthermie, on a l'hypovolémie et l'hypoxie. Dans le côté des T, on a tension, donc pneumothorax sous tension, on a la tamponnade, on a les toxines, puis on a les thromboses pulmonaires et les thromboses cardiaques. Et puis, si ça c'était pas déjà suffisant, à se rappeler, bah, en fait, il y en a plein d'autres. Donc, si on rajoute un petit peu dans les causes un peu étendues, donc, par exemple, là, il y a une étude qui a regardé à Lausanne, même donc les arrêts dans les ASP, finalement, quelle était la vraie cause identifiée. Et puis, ils ont remarqué que finalement, seulement, dans les HCT classiques, il y a seulement 55 des ASP qui s'étaient regroupés et que en fait, la moitié étaient d'autres causes qui ne sont pas dans les 5, dans les
HCT classique. Donc ils ont rajouté quelques-uns de plus, donc par exemple l'hypoglycémie, l'hyperthermie, après aussi le trauma, mais aussi l'hyperinflation dynamique, une autre fréquente, l'hémorragie cérébrale et puis d'autres maladies cardiaques. Et puis, ils ont aussi identifié les plus importantes et puis, par exemple ici en première cause, il y a, chez eux dans cette cohorte, il y a l'hypoxie, après les thromboses cardiaques, les traumas, les atteintes, d'autres atteintes cardiaques et puis les thromboses pulmonaires, donc les EP. Mais malheureusement, même ça représente qu'un faible pourcentage de tous les, ASP qu'on trouve, donc il faut quand même connaître malheureusement toutes les autres causes. Et en plus, ces fractions-là varient quand même. Il y a d'autres cohortes où, par exemple, ils retrouvent quand même beaucoup, beaucoup moins d'hypoxie. Donc maintenant, il y a d'autres approches qui ont été développées pour, mieux se rappeler et mieux approcher, en fait, le diagnostic d'ASP et notamment en regardant la largeur du QRS. Donc une autre manière de procéder, c'est de séparer les causes en QRS fin versus QRS large. Et puis là, c'est l'auteur, principal, c'était Littmann de cette étude. Donc il a regardé dans les QRS fins, il dit que la plupart du temps, c'est une origine plutôt mécanique. Donc par exemple, une tamponnade, un pneumothorax sous tension, une hyperinflation dynamique ou alors une thrombose, pulmonaire qui est la cause d'une ASP avec QRS fin. Et puis, une autre chose, c'est que s'il y en a une rupture du myocarde dans un infarctus du myocarde aigu, ça peut aussi donner donc une ASP avec QRS fin. Et puis il dit que si on regarde ici à l'US, on verrait un ventricule gauche éventuellement hyperkinétique. Et puis, contrairement à ça, il dit que les QRS larges, il y a plutôt une origine métabolique, donc plutôt une atteinte aussi du ventricule gauche, de la contractilité du ventricule gauche, avec notamment l'hypercalémie sévère, une atteinte toxique, comme notamment les inhibiteurs des canaux calciques, mais surtout aussi sodiques, et puis l'acidose sévère. Et puis là, on peut aussi avoir des causes infarctus, mais on a un infarctus avec une insuffisance cardiaque sévère secondaire à l'infarctus. Et là, à l'US, on aurait plutôt un ventricule gauche hypokinétique. Donc ça, c'est l'étude de Littmann et al. Et puis, eux, ils disent finalement, on n'a pas besoin de se souvenir des 5H et des 5T, ça suffit. Et en fait, de ça, on peut dériver aussi déjà un traitement parce que, donc, dans les QRS fins, vu qu'il y a une origine mécanique, souvent, en fait, il faut donner un peu de volume, donc un peu de remplissage, et puis finalement résoudre le problème. Donc, dans la tamponnade, il faut aller fonctionner dans le pneumothorax, il faut aller fonctionner dedans. Puis, c'est surtout ça qui va aider. Alors que dans les QRS larges, alors il faut plutôt traiter la cause métabolique, et puis là, ils proposent de donner du calcium et puis des bicarbonates d'office, parce qu'on a des QRS larges. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Malheureusement, il y a une autre étude ici de Bergum qui a regardé en fait dans les causes, dans les différentes ASP qu'ils ont observées dans une cohorte, est-ce que la largeur du QRS permet de différencier des causes aussi simplement que ça? Et puis il semblerait que pas trop. Donc malheureusement, c'est pas aussi simple qu'on peut tout simplement séparer en deux, mais je pense que ça reste une aide utile parce que c'est vrai que si on a du QRS large, bah, il faut plutôt penser à ça, et puis si on a des QRS fins, il faut plutôt penser à ça. Donc vu que les 5H et les 5T c'est déjà assez difficile. Je pense que c'est quand même utile d'avoir un autre outil en plus pour se rappeler des causes principales des ASP. Maintenant, donc, comment est-ce qu'on vient à l'identification de la cause? Donc, voilà, on fait tout notre algorithme ACLS et puis pendant ce temps, il faut quand même procéder à identifier la cause parce que c'est ça qui va nous sauver notre patient, c'est de traiter la cause. Donc, vu qu'ici on ne peut pas choquer ou donner d'autres choses pour résoudre le problème, il faut trouver la cause. Et puis voilà, une des premières choses à faire, c'est un peu l'anamnèse. Bon, l'anamnèse, c'est pas forcément avec le patient, qui ne pourra pas vous répondre, mais c'est soit avec la famille si elle est là, soit simplement regarder dans son dossier ou avec l'infirmière ou avec le médecin qui était en charge du patient pour regarder s'il avait des facteurs de risque pour un infarctus aigu, s'il avait eu mal par exemple, ou enfin, quelque chose qui parlerait pour ça, ou pour une embolie, s'il y avait une perte liquidienne, si par exemple il est en grande hypovolémie, s'il avait traîné dehors et s'il a été, par exemple, ici, un avalanché qui a un risque d'hypothermie, s'il avait un risque de dysélectronémie, donc par exemple, s'il a une insuffisance rénale, ou alors s'il a risque d'avoir fait un excès médicamenteux. Après, au status, il y a des choses aussi qu'on regarde. S'il y a une déviation trachéale, une turgescence jugulaire, quelque chose qui parlait plutôt pour quelque chose d'obstructif, ou alors c'est des signes ou des stigmates d'un trauma, parlant pour peut-être un pneumothorax aussi. S'il y a une cyanose, donc parlant plutôt pour l'hypoxie,
ou alors s'il y a une hyperthermie. Donc, l'hypothermie, c'est quand même difficile de savoir au doigt, à part si quelqu'un est vraiment glacé, mais l'hyperthermie, généralement, on le sent assez facilement. Et après, les examens de base, du scope. Après, il y a aussi la gazométrie, mais sur la gazométrie, on regarde finalement aussi surtout les électrolytes. Après, une chose à faire ici, qu'on ne fait pas toujours, mais c'est une température œsophagienne. Donc pour justement détecter, l'hypothermie et l'hyperthermie. Et puis, ce qu'on devrait faire aussi toujours, c'est, le CO2 expiré et puis la SPO2. Quelque chose qu'on fait plutôt rarement et puis qui est difficile à faire en réanimation, c'est une radiotox, mais ça peut être utile, mais je le recommanderais pas forcément. Maintenant, des examens supplémentaires un peu plus débattus, donc on verra après pourquoi c'est débattu, mais déjà, c'est une chose de les faire parce que ça dépend un petit peu de l'équipe et du personnel que vous avez à disposition. Parce qu'il faut pouvoir faire tout ça sans interrompre toujours cet algorithme de base ACLS, donc avec le massage qui est vraiment primordial. Donc voilà, dans ces examens supplémentaires qu'on peut faire pour trouver une cause, bah, il y a l'échocardiographie, enfin l'échographie du cœur, mais aussi abdominale et pleurale, et aussi des pouls, on va y revenir après, mais qu'on peut donc il y a une partie du FAST, mais il y a aussi un autre examen plus complet qu'on appelle le Roche et puis on va y revenir après aussi, éventuellement poser un cathéter artériel. Donc maintenant, si on fait tout ça, bah, on peut détecter la plupart des choses. Donc ici, j'ai mis en rouge les électrolytes qu'on peut trouver. Ici, en vert, vous avez la température. Et après, avec l'ultrason, on va voir ici des choses qui sont en bleu foncé, un petit peu l'hypovolémie, par exemple, ou alors les atteintes cardiaques, le pneumothorax, la tamponnade, et éventuellement des signes de thrombose pulmonaire, donc 2P. Et puis, on va voir ici dans le contexte, il faut aussi évaluer l'hypoxie, l'hyperinflation et puis, sur le CG et puis selon le contexte, on va aussi voir des toxines. Donc avec ces examens, on couvre quand même la plupart des choses, mais c'est pas toujours des examens qui sont aussi faciles que ça à faire parce que, par exemple, on n'a pas toujours quelqu'un sous la main qui peut nous faire une écho pendant qu'on est en train de faire un massage et tout. Maintenant, si on a trouvé une cause, bah, il faut aussi pouvoir la traiter. Donc, on va juste très rapidement parcourir un petit peu les causes qu'on a énoncées ici pour voir comment les traiter. Donc, pour ce qui est de l'acidose, donc une acidose, il faut que ce soit une acidose préexistante parce que bah, tout patient en arrêt, il va devenir acide, mais donc il faut que ce soit une acidose préexistante pour que ça mérite la peine, que ce soit vraiment ça la cause, enfin, pour qu'on soit sûr que ce soit ça la cause de l'ASP et pour qu'on la traite. Donc on la traiterait par un milli-équivalent par kilo de bicarbonate IV. Maintenant, pour ce qui est de l'hypercalémie, bon là, il faut quand même une hypercalémie sévère, on la détecte par la gazo ou alors on peut déjà avoir sur le CG. Et puis ici, le premier traitement à faire, ce serait donc du calcium gluconate. Chez nous, on donnerait 3 ampoules de 2,25 millimol. Après, dans les causes un peu plus rares et puis beaucoup moins fréquentes quand même, il y a l'hypocalémie. Ici, bah, ce serait une hypocalémie sévère, un peu de KCl, IV. Puis là, on peut en donner assez rapidement, donc environ 10 mecs dans les premières 5 minutes, puis 10 mecs sur les deuxièmes 10 minutes. Après, autre cause aussi encore plus rare, c'est l'hypoglycémie et puis, là, c'est des hypoglycémies sévères aussi. Bah, il faut comme toujours traiter avec du glucose IV de 20 grammes. Donc là, vraiment les choses les plus importantes à retenir, c'est, je dirais l'hypercalémie et puis, de traiter avec du calcium et puis, bah, c'est quand même bien de savoir que, bah, c'est 6,75 millimol de calcium. Comme ça, on le sait et puis il faut pas rechercher la dose qu'on donne. En tout cas, ça c'est le truc, je dirais le plus fréquent. L'acidose, c'est quand même rare qu'on sache en avance qu'on sache avant la réanimation s'il y avait une acidose et puis l'hypocalémie, l'hypoglycémie, c'est plutôt des causes rares. Maintenant, autre chose, ben, il y a l'hypothermie. L'hypothermie, bon, chez nous, ça peut être un peu plus fréquent avec notamment des accidentés avalanchés et là, finalement, il y a 2 choses enfin, il y a les choses un petit peu importantes, c'est que d'un côté, il faut la chercher parce que, bon, quelqu'un peut avoir été dehors et puis on sent pas forcément à la température de la peau, qu'il est froid et puis, après, les autres choses à savoir, c'est que il faut pas donner trop d'adrénaline si, il est vraiment en dessous de 30 degrés. Donc c'est dans les recommandations, c'est maximum une dose d'adrénaline et puis après il faut le transporter vers un centre. On peut le réchauffer avec notamment, une mise en place d'une ECMO. Hem, Maintenant de l'autre côté,
pour l'hyperthermie. Donc ça, c'est plus facile à la sentir au toucher, on remarque plus fréquemment. Et puis là, bah, les traitements, il faut refroidir. Et puis s'il s'agit d'une hyperthermie maligne, notamment après une anesthésie, bah, il faut utiliser du dantrolène. Hem, Maintenant voilà, on a les autres causes qu'on va poursuivre, donc l'hypovolémie. Donc ça, c'est généralement anamnestique, on peut savoir que le patient a perdu beaucoup de volume, mais on peut aussi, regarder à l'US, notamment de la peine cave, pour voir s'il y a une hypovolémie. Et puis, là, les causes un petit peu les plus, fréquentes qu'on observe, bah, c'est les causes, traumatiques, donc un choc, hémorragique ou alors un anévrisme aortique, là aussi un choc hémorragique ou alors un saignement gastrique haut. Donc là, les choses à faire finalement, c'est de résoudre le problème, donc il faut comprimer le saignement ou clamper le saignement et puis après on peut faire du remplissage. Hem, Logique. Maintenant pour, ce qui est de l'hypoxie, ben, ça c'est aussi, bah, ça va être donné par l'anamnèse ou le contexte et peut-être une cyanose, même avant que le patient s'arrête. Donc là, les causes les plus fréquentes, bah, c'est l'OAP, mais aussi, plus des choses accidentelles comme les pendaisons, la noyade, mais après aussi des choses, d'origine plus pulmonaire comme la pneumonie, l'hémoptysie ou les obstructions et les aspirations. Donc là, bah, il faut, il faut essayer d'extraire, le corps étranger s'il y en a un, ou alors intuber et ventiler avec, pour viser une bonne, saturation. Puis, continuons sur les causes un peu pulmonaires, bah, on peut avoir l'hyperinflation dynamique. Donc, là, bah, si c'est un patient ventilé, bah, il faut régler le ventilateur, voire même, le déconnecter. Puis si on était en train de ballonner le patient, à mort, bah, il faut arrêter, le laisser exsuffler. Hem Maintenant, finalement, sur l'autre côté, pulmonaire, c'est le pneumothorax sous tension. Donc là, c'est rarissime, voire inexistant que ce soit un pneumothorax spontané sous pression. C'est genre un contexte traumatique et puis ça, on peut le voir soit, à l'ultrason, soit on peut juste le suspecter cliniquement, soit à la radiologie si on arrive à en faire une. Et puis, bah, là, il faut, normalement faire une thoracostomie, latérale ou alors si on plus facile encore, on va dire, une décompression à l'aiguille. L'autre, chose pour laquelle il faudrait peut-être une aiguille du coup, c'est la tamponnade, donc ça, on verra que par, ultrason cardiaque, et puis là, on peut faire une péricardiosynthèse. Donc voilà, ça c'était un peu la liste des choses mécaniques. Maintenant dans les choses plus, métaboliques toxiques, ben, il y a toute une série de toxines qui peuvent mener à une ASP et puis ça, on le verra, bah, grâce au contexte, grâce à l'ECG et puis, voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut essayer de voir. On ne pourra jamais faire un dosage parce que ça reviendra que 3 jours après et puis ce sera trop tard pour le patient. Donc, là, une des premières causes énoncées normalement, c'est les bloqueurs des canaux, sodiques. Donc, là, on peut penser à la lidocaïne, mais en fait, c'est souvent aussi, des intoxications tricycliques et ou alors, des antiépileptiques comme la carbamazépine, la phénitoïne, peuvent faire ça. Et puis ça peut se traiter par, donc des bicarbonates. Donc c'est soit 1 milliéquivalent par kilo ou alors 8,4 enfin des Nabic en 8,4 et puis il faut donner 100 millimol. Les autres arrêts qu'on a heureusement moins ici, c'est les arrêts sur donc opiacés et donc là, en ACR, un opiacé, c'est la naloxone en 2 milligrammes. Après, après les autres choses, un peu les antihypertenseurs, on a les bêta-bloquants, donc là c'est du glucagon. On a les anticalciques, là il faut aussi donner du calcium, même dose que pour, l'hypercalémie et puis finalement on a aussi, les intoxications au cyanure où on peut donner de l'hydroxycobalamin. Évidemment, les autres intoxications, bah, il y en a plein d'autres, mais à noter les benzos, même si généralement ce ne sera pas, seulement des benzos, ce sera mixte et puis, bien sûr, le monoxyde de carbone. Maintenant, dans les dernières choses où il y a vraiment un traitement particulier, il y a bien sûr la thrombose pulmonaire ou qu'on va suspecter un peu dans le contexte, mais aussi on peut suspecter, l'ultrason cardiaque et puis là, bah, on peut donner soit de la thrombolyse, donc pour ça, il faut être quand même, bien sûr, il faut être vraiment sûr. Donc par exemple, est-ce que c'est un patient où on savait qu'il a un EP et là il s'arrête? Bah, là on peut donner la lyse. Après, sinon ça va être difficile de vraiment savoir s'il a vraiment fait une EP et puis, ce sera plus, mis en doute si enfin, on sera plus en doute si vraiment, la thrombolyse, va être utile. Finalement, s'il y a une contradiction à la thrombolyse, on peut aussi faire la thrombectomie et puis pour permettre, au thrombolytique d'agir et puis pour acheter finalement du temps à notre patient, le mettre sous ECMO.
Après, même chose vaut un peu pour la thrombose coronaire. Là, c'est plus la choro qui va le sauver, mais transitoirement, on peut aussi le mettre sous ECMO. Voilà, ça c'était un petit peu l'énumération des différentes causes et des différents traitements. C'est vrai que ça fait un peu peut-être liste, mais finalement, si on n'a jamais entendu tout ça, ben, on ne saura pas faire quoi faire en situation d'urgence. Donc je pensais que c'était quand même important. Maintenant, on va continuer un petit peu avec notre cas et puis justement, on va voir, on va voir ce qu'on voit à l'ultrason lorsqu'on fait le prochain rhythm check. Donc là, on va regarder le rythme du patient on et en même temps, on enregistre, son activité cardiaque grâce à l'ultrason et ce qu'on voit, bah, c'est que le cœur bat de manière spontanée et puis, finalement, donc on avait vu que l'ASP, bah, c'était seulement le rythme électrique, mais qu'il y avait pas de contraction cardiaque et puis donc ça, c'est la définition stricto sensu de l'ASP, c'est que, voilà, il y a pas ces contractions cardiaques, mais finalement cette définition, elle date un petit peu avant qu'on pouvait simplement regarder le cœur, aussi simplement qu'avec un ultrason et puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y a toute une partie des ASP et même des asystoles qui ont en fait des contractions cardiaques malgré, le fait qu'on palpe pas de pouls et qu'on pensait qu'il y en avait pas. Donc en fait, ça, c'est des circonstances qu'on appelle pseudo-ASP. Et puis il y a une jolie étude, en fait, ici l'étude Field, où ils ont en fait, il y avait quelqu'un lors des réanimations qui faisait rien que de faire des ultrasons et de regarder en fait si le cœur ne battait ou battait pas, enfin, s'il y avait de la contraction organisée. Et puis en fait, ils en ont vu que dans 75% des ASP, il y avait des contractions cardiaques et même dans 35% des asystoles. Donc en fait, dans une grande portion des patients qu'on pensait qui étaient en ASP et qui avaient pas de contraction, bah, en fait, il y en avait. Et puis, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que justement, le pseudo-ASP, donc une ASP avec, donc des contractions cardiaques, mais pas de pouls palpables, parce que sinon ce ne serait pas un ACR, bah, en fait, ça augmente quand même bien plus les chances de survie et puis ça va bien, beaucoup plus orienter aussi notre prise en charge parce que donc on a finalement, c'est un patient qu'on sait qu'il a beaucoup plus de risques de survivre cette réanimation et en plus, on pourra plus s'orienter pour les causes, dans ce contexte-là et donc finalement, on va updater un petit peu nos conditions de la vie. Donc parce que finalement, on est quelque part toujours entre la systole, donc on va dire la mort et puis, le choc profond versus le ROSC, donc un retour à la circulation spontanée. Et puis quelque part entre ça, finalement l'ASP, donc l'ASP stricto sensu, où on n'a que le rythme électrique, mais pas les contractions. Après, on a le pseudo-ASP, on a le rythme électrique, on a des contractions, mais on ne peut pas palper le pouls. Puis finalement, c'est un peu un continuum où on se situe quelque part entre les deux, et avant d'avoir regardé, on ne sait pas vraiment finalement où on en est. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a des contractions cardiaques? Donc j'avais déjà dit, et vous l'avez vu sur la petite vidéo, bah, on peut regarder le cœur grâce à l'ultrason. Mais en fait, on va dire que s'il y a un petit peu un danger avec ça, parce que, la plupart des études, ont montré en fait que de juste, faire de l'ultrason pendant les réanimations, ça augmente souvent les délais de massage et puis finalement, si le patient n'est pas massé, bah, il va pas perfuser son cerveau, il va rien perfuser du tout, donc il va avoir un outcome fonctionnel en tout cas, moins bon. Donc, on va dire que c'est si on fait, de l'ultrason cardiaque, il faut que ce soit une personne qui sache faire, très, très rapidement. Donc on a 5 à enfin, il faut être en dessous de 5 à 6 secondes, donc dans les pauses de check du rythme. Donc il faut qu'il y ait assez de personnel, du personnel formé et du personnel qui soit rapide à savoir faire ça et qui cherche pas n'importe quoi, mais qui cherche donc d'un côté les causes, traitables des ASP. Donc, d'un côté, on a la tamponnade, mais on a aussi la dilatation, on va dire, enfin l'effet sur le corps droit d'une embolie pulmonaire, par exemple. Et puis, dernièrement, finalement aussi, de regarder s'il y a des contractions cardiaques pour savoir si on se situe dans une situation de pseudo-ASP. Et donc ça, c'est, on va dire quelque chose où l'évidence actuelle est un peu entre les 2. Donc il y a des études qui disent que c'est bien si on le fait bien et puis il y a des études qui disent que, bah, si on le fait pas bien, c'est dangereux parce que ça augmente les délais, jusqu'au massage adéquat. Et puis si jamais ça vous intéresse, il y a un bon algorithme, qui s'appelle le CASA, par cet auteur ici. Maintenant donc
Donc on peut, se dire: «OK, on a un rythme, on a des contractions». Des contractions, normalement, ça devrait produire un pouls, en tout cas un pouls minimal, mais est-ce qu'on peut palper le pouls? Parce que finalement, si on peut palper le pouls, ben, on serait plus dans un ACR, donc on sait où est-ce qu'on est vraiment. Est-ce qu'on est dans un choc ou est-ce qu'on est dans un ACR? Et puis finalement, qu'est-ce que c'est un pouls? Et puis est-ce qu'on arrive à palper le pouls? Finalement, il y a plein de questions comme ça et puis c'est assez intéressant de voir que même dans les sujets sains, donc des sujets qui ont un pouls, enfin parce qu'ils vous parlent, en fait la spécificité de la palpation du pouls carotidien est seulement de 50 à 60. Donc on est clairement, et puis on le sait, hein, on est mauvais à palper un pouls. Ça arrive souvent que dans les réanimations, il y a quelqu'un qui palpe un pouls, après c'est son pouls, quelqu'un ne palpe pas de pouls, on n'est pas sûr finalement. Donc c'est quelque chose qui est difficile et puis on sait qu'on n'y arrive pas bien, mais pour l'instant, on a toujours continué à faire pareil. Puis, donc, il y a des auteurs qui sont intéressés à voir, ce qu'on peut faire, mieux que ça. Puis ils ont regardé d'autres possibilités de détection du pouls. Et puis une des possibilités, c'est de en fait, utiliser aussi l'ultrason. Donc ici, on pose tout simplement l'ultrason, sur, le la carotide ou l'artère fémorale. Et puis là aussi, pendant les rhythm checks, on regarde si cette artère, elle est, pulsatile ou compressible, donc s'il y a un pouls à ce niveau-là. Donc ça, c'est une chose. Là, encore une fois, il faut avoir du personnel, enfin, il faut avoir assez de personnel, du personnel formé. Hem, mais ils ont montré que c'est finalement, c'est plus facile de former des gens à détecter un pouls avec de l'ultrason que de former des gens à correctement détecter un pouls avec les doigts. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va probablement évoluer dans le temps, qu'on va plus passer vers ça. Et puis après, selon si on peut bien sûr aussi introduire un cathéter artériel si on a assez de personnel. Puis là, on pourra voir aussi si on a un pouls. Puis si on a branché un détecteur de SPO2, ben, on pourra aussi voir s'il y a vraiment une onde lors des rhythm checks. Ben, on pourra savoir s'il y a un pouls. Et puis finalement, on peut savoir que si le CO2 expiré augmente, mais pas à un point où on se dit qu'il y a une rosque, ben, on peut se dire que peut-être il y a un pouls aussi sous-jacent. Donc ça, c'est un petit peu les autres, les alternatives au pouls palpé à la main. Mais maintenant, finalement, si on a détecté un pouls, parce que là, je parle plus de pouls palpé, parce que si on palpe un pouls, on est sûr qu'on est en ROSC, parce que c'est, on va dire, c'est la définition un peu classique qu'on s'est donnée. Mais si on détecte un pouls, donc par exemple, que ce soit avec un cathéter artériel ou alors avec l'ultrason, donc on détecte un pouls, il y a un pouls, mais qu'on ne peut pas encore se le sentir, donc finalement, il y a un pouls très faible, donc il y a des contractions cardiaques, il y a un pouls très faible, donc finalement, il y a une tension, enfin une tension artérielle, une pression artérielle qui est très faible. Donc, est-ce qu'on se situe quelque part plutôt du côté de choc profond? Et puis là, il y a des auteurs, et puis ça, encore une fois, c'est pas de la très bonne évidence, c'est pas encore des choses qui sont rentrées dans les grands algorithmes de la CLS. Et puis on s'écarte finalement un petit peu de l'ASP parce qu'on va plus vers le choc. Mais il y a des auteurs qui recommandent de mettre dans ce cas-là, bah, d'ajouter des vasopresseurs dans ce contexte-là. Et puis, donc, par exemple, là, on a de la noradrénaline, mais on peut aussi donner de l'adrénaline en bolus, mais à dose, donc pas du tout les 1 mg, mais 5 à 20 microgrammes en bolus pour maintenir seulement une bonne tension. Et puis, donc finalement, donc ça c'est une question. Et puis, l'autre question qu'on a, bah, c'est, à quel moment est-ce qu'on doit arrêter de faire du massage aussi? Parce que à quel moment on passe vraiment du côté, ROSC et puis, et puis vraiment plutôt du côté choc que du côté ACR. Et puis bon là, on sort un petit peu du champ, mais ça reste encore des questions qui sont un peu pas tout à fait résolues, mais notamment sur le TCO2, on pourrait se fier à ça pour voir si on est plutôt du côté, de la vie que de la mort. Donc voilà, je me permets de résumer un petit peu, mais en tout cas, donc, dans les ACR, ben, donc on a vu que la première chose à faire, c'est de regarder le rythme. Donc, si on a un rythme choquable, on se situe plutôt des côtés des arythmies, enfin des tachyarrhythmies choquables comme la tachycardie ventriculaire ou la fibrillation ventriculaire. Et ça, ben, on le verra sur le scope ou le CG s'il y a. Et puis, donc, s'il n'y a pas de rythme choquable, ben, on est dans le cas où on a une AESP ou une asystole. Et puis là, bah, il faut masser. Enfin, là, il faut d'abord faire les bases de la CLS. Il faut masser, il faut de l'adrénaline, et puis après, si possible, de manière safe, bah, intuber plus ventilé, et puis bien sûr, il faut des accès intraveineux et intra. Mais
en même temps que ça, donc ça c'est vraiment la base, il faut que ce soit fait parfaitement et en même temps que ça, du coup, il faut être assez organisé pour aussi rechercher les causes, de ASP. Donc là, il y a les mêmes techniques des H et des T, mais on peut aussi se servir du largeur du QRS pour voir si c'est plutôt donc à QRS fin, ça indiquerait plutôt vers une cause mécanique versus QRS large, plutôt une cause métabolique. Et puis, bah, les recherches, enfin finalement nos outils pour la recherche de causes, c'est d'un côté le scope, mais aussi la gazo et les électrolytes qui viennent avec, en tout cas chez nous. Mais ici, il faut, selon les circonstances, pas oublier aussi ici la température œsophagène, vu que surtout l'hypothermie, c'est quand même une cause possible de ASP. Et après, finalement, aussi la base, on va dire, c'est le CO2 expiré, la SPO2. Et puis maintenant, à ça se rajoute, si possible, donc on va dire ultrason abdominal, pleural et cardiaque à la recherche d'une cause. Donc là, c'est vraiment pas encore même pour la recherche de contraction, mais vraiment à la recherche d'une cause d'ASP. Et puis maintenant, si on a trouvé une cause, on va dire les traitements causaux que je dirais qui sont le plus, importants à retenir, c'est d'un côté le calcium. Donc, là, je pense c'est bien de connaître la dose de calcium. C'est, 6,75 millimoles de calcium gluconate. Et puis, l'autre chose à retenir, bah, c'est qu'il y a toute une série de causes qui ont une interventielle, on va dire, intervention un peu ponctuelle, visée pour ça. Donc que ce soit par exemple la ponction pour la 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 tamponnade ou pour le pneumothorax. Il y a des choses très précises à faire. Et puis, donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on a fait l'algorithme de base Céleste, donc on assure un bon massage, on assure l'adrénaline, on assure tout ça, on cherche toutes les causes réversibles, on cherche à les traiter. Et puis, maintenant, si on va un peu plus loin que juste l'algorithme ACLS, bah, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des contractions cardiaques? Donc, est-ce qu'on se situe dans, un cas de pseudo-ASP? Et ça, encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on peut faire juste comme ça, parce qu'il faut qu'il y ait des gens assez expérimentés pour pouvoir le faire assez rapidement, sans prolonger donc les pauses de massage. Et puis, ça, c'est pas aussi facile que ça à faire. Et puis, de l'autre côté, et il y a aussi surtout l'évidence, on va dire, contre ça, donc contre la branche, de checker s'il y a vraiment des contractions cardiaques. Et puis de l'autre côté, on peut aussi se poser la question, c'est est-ce que dans ces contextions, est-ce qu'il y a vraiment un pouls? Ou est-ce qu'il y a un pouls et est-ce qu'on ne le sent pas juste avec les doigts? Et puis pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire, donc encore une fois, avec, l'ultrason, mais là, c'est pas l'ultrason sur le cœur, mais l'ultrason sur la carotide et la fémorale, avec, le cathéter artériel, et puis la mesure des gaz. Et puis si on a un pouls, donc on se situerait peut-être plutôt dans le côté choc, et puis là, les limites, on va dire, sont encore un peu floues, mais on peut considérer l'utilisation de vasopresseurs. Et puis après, finalement, pour différencier aussi, avec le ROSC, bah, on peut utiliser la pression artérielle, mais aussi, on va dire, le TCO2. Donc ça résume un petit peu notre, prise en charge de l'ASP. Donc, je dirais les bases, c'est l'algorithme ACLS, bien sûr, il faut le faire parfaitement, même si dans l'ASP, c'est un peu particulier parce que dans certaines des causes, ben, un massage, c'est même pas si bien que ça. Donc dans certaines causes comme la tamponnade ou, le pneumothorax, on va dire le massage peut être, débattu dans certaines circonstances et l'adrénaline aussi à utilisation répétée, à aussi haute dose, c'est on va dire, c'est aussi débattu, mais, ça reste comme, la brique principale de notre algorithme de prise en charge. Une fois qu'on a et puis il faut le faire en continu. On peut chercher les causes et puis si on a assez de personnel formé, on peut aller plus loin et chercher si on est vraiment dans la situation d'une ASP ou d'une pseudo-ASP ou si on est plutôt du côté choc ou même ROSC qu'on n'a tout simplement pas encore détecté. Avec ça, je termine ma présentation et puis, voilà ici, les références si ça vous intéresse et il y a probablement plein de nouvelles choses qui vont sortir encore dans le domaine parce que, comme vous avez vu, finalement, les algorithmes qu'on apprend dans la CLS qui semblent un peu les algorithmes basiques, bah, ils ne prennent pas encore en compte ces nouvelles notions et ces nouveaux outils. Hem, mais, il y a pas mal de littérature qui sort, sur ce domaine et puis si, vous voulez aussi juste simplement lire plus loin, s'il y a quelques vidéos et articles de blog qui sont très utiles, sur ça. Donc avec ça, je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine fois.